Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonsoir ou bonjour selon votre situation géographique. Bienvenue à cette émission, l'entretien du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler développement. Développement parce que justement, le gouvernement du président Patrice Talon fait beaucoup d'actions dans le sens du développement. Développement également en parlant de la vision 2060 qui, depuis un moment, est une vision prisée par nos dirigeants. Nous parlerons également de Bénin Alafia 2025. Il s'agira pour nous de faire le point de ce projet et la différence qu'il y a entre Bénin 2025 et la vision 2060. Bien évidemment, pour parler de ces différents sujets, nous ne pouvons pas aller plus loin que le ministère d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, le ministère qui se charge également du plan et de la programmation. Nous recevons dans le cadre de cette émission le directeur général des politiques de développement, M. Cyriaque Edon. Avec lui, nous allons aborder sur les 52 minutes à venir quelques sujets clés ayant tous rapport au développement. Monsieur Edon Cyriaque, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau de l'entretien du dimanche. Merci de m'avoir invité. Bonjour, téléspectateurs. Vous êtes directeur des politiques de développement, c'est bien ça? Bien sûr. Quelle est votre mission réellement? Qu'est-ce que ça veut dire être directeur des politiques de développement? Alors, la Direction générale des politiques de développement, c'est l'ancienne direction pour les plus anciens d'entre nous qui ont connu sous le régime du PRPB, qu'on appelait la direction du plan, et même sur le régime du renouveau, c'était la direction du plan, qui a évolué et devenir la Direction générale des politiques de développement. Elle a pour mission principale de définir les orientations de développement au niveau national et de faire le suivi et la veille stratégique sur la dynamique de développement au niveau régional et au niveau international. Maintenant, pour ça, il y a plusieurs actions que nous menons en matière de la planification du développement, donc l'orientation, la veille stratégique et les études prospectives. Et en matière des questions de population, nous regardons le lien qu'il peut y avoir entre la dynamique démographique et le développement. Et donc, nous sommes en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de population. Et nous avons aussi des appuis que nous faisons au développement à la base et des appuis pour la réalisation des études de faisabilité. Parce qu'une fois que vous avez défini les orientations, une fois que vous avez défini la stratégie, il faut opérationnaliser. Pour opérationnaliser, il faut des projets. Et les projets ne sont bancables que s'ils ont des études de faisabilité. Donc nous faisons cette étude de synergie, de voir si ces projets répondent clairement aux orientations et après nous accompagnons pour les études de faisabilité une fois qu'ils sont choisis. On voit bien que vos fonctions sont purement techniques, Monsieur Cyriaque Edon, mais il est important pour nous de savoir ce que vous avez pu faire depuis votre accession à cette responsabilité. Qu'avez-vous fait concrètement? Quels sont vos faits d'armes depuis votre prise de fonction? Sans pouvoir être exhaustif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, je pourrais vous rappeler rapidement l'organisation de la table ronde sur la mobilisation de ressources pour le financement de l'EFTP, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, qui a permis de mobiliser plus de 350 milliards pour ce programme phare du quinquennat, puisque en mettant l'accent sur le capital humain, le Bénin a opté pour une transformation de la pyramide du capital de l'enseignement qui aujourd'hui, on a à peine 10% dans la formation professionnelle et 90% dans l'enseignement général, ce qui fait que quand les étudiants, les apprenants sortent, ils n'ont pas de capacité d'adaptation et ils ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. Et donc nous voulons inverser cette tendance-là avec d'ici 2030, 70% sur la formation professionnelle et seulement 30% dans la formation générale. Ce qui veut dire que demain, quand vous aurez besoin dans l'immédiat des ouvriers qualifiés pour votre chambre de froid, vous n'ayez pas peur. Quand vous envoyez votre voiture qui tombe en panne chez le mécanicien, que ce soit des ouvriers bien qualifiés et dans d'autres secteurs tels que le numérique aussi. Et nous avons aussi participé activement à l'élaboration du PAG 2021-2026 et aussi au plan de riposte. Nous étions au cœur de l'élaboration du plan national intégré de riposte contre la Covid. Alors on parlera de tous ces chantiers-là, mais Monsieur Edon, vous parlez de mobilisation de ressources. Dites-nous exactement, quand vous lancez la mobilisation des ressources chaque fois, pourquoi vous ne rendez pas public souvent les structures ou les personnes qui contribuent à la mobilisation des ressources?
Non, lorsque nous avons ici, à la table dont elle était publique, à la fin, il y a eu une déclaration qui a été faite pour donner l'engagement qui a été fait. Et à cette table ronde, il y avait les partenaires techniques et financiers, mais il y avait aussi le secteur privé béninois. Ce que nous avons voulu pour cette stratégie, c'était de diversifier les sources de financement. Jusqu'aujourd'hui, les sources de financement de l'éducation sont généralement de deux sources. En plus des contributions des parents, vous aviez l'État, les subventions de l'État et les appuis des partenaires techniques et financiers. Pour le FTP, nous avions, dès le début de l'élaboration de la stratégie, impliqué le secteur privé en tant que non seulement utilisateur des apprenants qui vont sortir de l'EFTP, mais aussi en tant que formateur, parce qu'il y a des formations informelles qui sont faites et autres, comment on crée la passerelle pour les rendre plus formelles et autres. Et donc ce secteur privé s'est senti impliqué dès le départ et a eu envie et accompagné cette stratégie. Et aujourd'hui, le secteur privé béninois finance aussi la stratégie de l'EFTP. Donc, vous voulez dire que les structures qui participent à la mobilisation de ressources sont aussi bien publiques que privées? Exactement. Et les partenaires au développement, l'international également participent? Et ainsi de suite. D'accord. Alors, au niveau de votre direction, je veux dire globalement au niveau de votre ministère, il y a des réformes qui se font, surtout dans le domaine de la planification. Vous pilotez des réformes du système national de planification. Alors, était-il nécessaire de faire des réformes du système national de planification? Oui, tout à fait, M. Abalo. Les Béninois se sont toujours plaints qu'à l'avènement d'un nouveau régime, il y a un changement de cap, un changement d'orientation dans les questions de développement, et c'était comme si c'était une remise en cause de ce qui se faisait. Et à l'AFIA 2025 a souffert de ça. L'évaluation qu'on a faite en 2018, lors de l'élaboration du PND, montrait qu'il manquait d'une continuité dans l'action gouvernementale. Et donc, avec l'arrivée du régime de la rupture, le chef de l'État a voulu remettre la planification au cœur du développement. Et donc, si vous vous souvenez, il a été se doter d'abord de son PAG, et une fois que le PAG a été doté, il y a eu les mobilisations de ressources et on a suivi scrupuleusement le PAG et s'assurer que même les PTA des ministères étaient en arrimage avec le PAG. Donc, quand vous arrivez à mettre ça, il faut maintenant consolider ce cadre national de planification avec des réformes qui ont permis d'abord de réduire drastiquement le nombre de documents qu'il peut y avoir comme documents de planification pour pouvoir avoir une optimisation de ces documents-là. Parfois, on voyait des sectoriels qui ont plusieurs documents au niveau stratégique et qu'ils n'arrivaient pas à l'opérationnaliser et qui ne se les appropriaient pas eux-mêmes. Donc, il a fallu faire un travail de sensibilisation et un vrai travail en élaborant un guide d'élaboration des documents de politique et stratégie qui permet de pouvoir réellement élaborer aujourd'hui que les documents qui sont utiles, pas multiplier les documents pour multiplier les documents. Oui, mais malgré ces réformes, elles ne s'imposent pas forcément au gouvernement à venir. Vous dites qu'on constate simplement que les choses ne vont pas au bout, mais en réalité, ces réformes dépendent de l'environnement politique. Vous avez quels moyens pour obliger les prochains gouvernements à suivre les réformes que vous faites aujourd'hui? Alors, il y a quelque chose qui est en train de se faire et là qui est très important. En fait, ce sont des hommes qui dirigent les pays. Et donc, il faut que d'abord, l'homme prenne une conscience et que ces hommes prennent conscience de ce qu'il y a à faire. Et à côté de ça, maintenant, vous aviez la législation qui va avec. À l'AFIA 2025 avait donné comme orientation en 2020, comme recommandation, l'élaboration d'une loi cadre sur la planification qui permettait de figer d'une manière ou d'une autre, de stabiliser, j'aime pas trop le mot figé parce qu'il peut y avoir des chocs qui fait qu'on peut se réajuster et autres, mais de stabiliser le cadre, de ne pas perdre le cap. Si vous donnez comme cap un cap donné, vous pouvez avoir des chocs qui vous dévient de votre cap. Il faut prendre des mesures pour pouvoir ramener la base sur cette cap-là puisque c'est ce que tous les Béninois ont décidé. Et donc, pour pouvoir faire ça, il y avait la loi cadre qui devait sortir. Aujourd'hui, par l'appui et le leadership du ministre d'État et du chef de l'État, la loi cadre est en train d'arriver à bout. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer les décrets d'application qui va permettre de pouvoir stabiliser un peu, soit-il, c'est le cadre national de planification, pour que la vision qui sera choisie, adoptée par les Béninois, cette vision s'impose à tous. Nous parlons justement de l'AFIA 2025, M. Syriac, et dont nous sommes en 2022, donc c'est-à-dire que dans 3 ans, on doit pouvoir arriver à terme pour tous les projets qui ont été prévus dans ce cadre-là. Est-ce que le bilan est satisfaisant? Alors, à l'AFIA, il y a... c'est un peu mitigé.
Le bilan est mitigé. Mais ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui explique cela? C'est qu'en fait, le Bénin a adopté un cadre de planification à 3 niveaux. Il y a le niveau que nous appelons le niveau prospectif. C'est là que s'inscrit Alafia. Donc, c'est ce que tous les Béninois s'assoient et disent d'ici une génération, minimum 25 ans, 30, 40 ans, là où nous voyons notre pays, le développement que nous rêvons pour notre pays. Et ce niveau prospectif qui était Alafia était censé être décliné en des niveaux stratégiques et opérationnels. Le premier niveau de déclinaison qui devait se faire, c'était le plan national de développement. Malheureusement, ça n'avait pas été élaboré. On a laissé cette partie-là de volet stratégique pour s'occuper exclusivement de la programmation avec les documents de réduction de la pauvreté et tout ce que nous avons pu élaborer. Ce qui a fait qu'on s'était un peu écarté de Alafia. En 2016, le chef de l'État a voulu remettre à goût du jour Alafia 2025 en étant la boussole qui va orienter ce qui va être fait au Bénin pour ce développement, pour ce Bénin Alafia que nous avons rêvé. Et en ce moment-là, il a aidé à combler le câble qui manquait entre Alafia et le volet programmatique avec l'élaboration du plan national de développement et des programmes d'action du gouvernement. Donc déjà, le fait d'avoir comblé ça fait qu'on a rattrapé le retard que Alafia nous avait donné. Beaucoup entendent parler d'Alafia, mais quand on prend la vision, les études prospectives de long terme, il y avait 4 scénarios. Il y avait bien évidemment Alafia que tout le monde connaît, il y avait Wahala, qui était catastrophe si rien ne changeait ou si tout allait dans le mur. Il y avait la tortue sur le dos, c'est-à-dire on tourne en rond, on n'avance pas. Et ça, on a vu que pendant longtemps, nous avons tourné en rond et nous avons très peu avancé. Et l'autre qui était tournaillon, c'est-à-dire bon, c'est le destin, on laisse et on regarde ce que le destin va nous emmener. Et il a fallu corriger cela pour pouvoir redresser la barre. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup appris d'Alafia. Une évaluation sera encore faite plus approfondie. Et à partir de cette évaluation, nous allons tirer des leçons pour que la nouvelle vision 2060 puisse ne subisse pas le même sort. Donc, en fait, vous n'avez pas encore tiré les leçons de Alafia 2025, en réalité? Nous avons tiré des leçons partielles que nous sommes en train de corriger. Notamment, la question de combler au niveau des chaînes de planification ce qui manquait sur les 3 niveaux, c'est comblé. Alafia avait préconisé qu'il y ait une optimisation. On a aujourd'hui un guide d'élaboration des documents de politique et stratégie qui fait que lorsqu'un ministère sectoriel veut élaborer un document de politique ou une stratégie, il saisit d'abord le ministère du Développement. En saisissant le ministère du Développement, nous faisons l'analyse, ce qu'on appelle en termes techniques de précis stratégique, qui permet de situer ce document par rapport au document existant et de s'assurer qu'il est arrivé à Alafia. Et nous pouvons dire, bon, au niveau où vous avez, avec les documents que vous avez à votre niveau, c'est peut-être pas une stratégie que vous devez élaborer, mais aller plus vers un programme ou un plan pour une question beaucoup plus opérationnelle. Où on dit, d'accord, ça mérite d'avoir une stratégie parce qu'il manque une stratégie où on peut aller vers une politique. Et donc, ce travail est fait aujourd'hui de synergie qui permet de garantir qu'il y a un arrimage entre Alafia, PND, et les documents PAG et les documents qui sont programmés. Donc c'est ça que nous cherchons aujourd'hui par le soutien du chef de l'État et qui est porté par le chef de l'État lui-même pour pouvoir le stabiliser dans la loi cadre sur la planification. D'accord, mais de plus en plus, docteur Cyriaque Edon, de plus en plus on entend parler de la vision 2060. Alors nous allons prendre quelques minutes pour parler réellement de cette vision 2060. Il s'agit de quoi concrètement dans la vision 2060? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la Constitution de 91, il y a 3 niveaux de planification prospective pour les études de long terme. Et le Bénin a été un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à élaborer Alafia, une étude prospective de long terme qui était Alafia 2025. Ça a fait école dans les autres pays qui ont imité et qui ont fait la même chose après. Alafia arrivant à échéance, nous n'avions plus une vision commune puisqu'il faut renouveler cette vision commune. Il y a eu, pour la génération des années 20 qui étaient nos parents, ils ont défini pour nous, la nouvelle génération, le niveau de développement que nous devions avoir. Et donc aujourd'hui, c'est comme si nous faisons une pause dans l'évolution de notre pays. On est à 62e année d'indépendance. Bientôt, on aura 100 ans d'indépendance. On peut se dire, qu'est-ce que nous voulons dans 100 ans pour le Bénin? Quel est le Bénin rêvé? Quel est l'homme béninois dont nous rêvons dans 7 ans? Quel est le modèle politique dont nous rêvons? Quel est le citoyen que nous voulons? Et donc, c'est cet exercice qu'on est en train de faire avec la vision 2060. Donc, ça nous offre, nous, la génération actuelle, de définir ensemble
une vision, un niveau, un Bénin que nous voulons après un siècle d'indépendance et que ce Bénin-là soit juste et qu'il puisse être un Bénin à un niveau de développement qui comble son retard sans laisser personne de côté. Et c'est pour ça que l'exercice va être très inclusif et il y aura une collecte des aspirations de tous les Béninois. Bien évidemment, pour faire ce travail, on avait fait une évaluation à mi-parcours d'Alafia 2025. On a tiré le leçon, on a corrigé pour les années qui sont en cours. À la fin, on refait une évaluation. Donc, à partir de l'année prochaine, on refera une autre évaluation d'Alafia 2025. Et puisqu'il s'agit d'un processus qui va prendre beaucoup de temps parce qu'il demande des consultations de toutes les couches, de tous les Béninois, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la diaspora, nous le prenons assez tôt, 2 ans à l'avance, 3 ans même si l'on veut, pour qu'en 2025, il n'y ait pas, à la fin d'Alafia, un problème de discontinuité dans notre système de planification. Donc la vision 2060 reste une vision, ce n'est pas encore un document physique qu'on peut consulter? Non, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore un document physique, c'est une vision, le processus vient d'être lancé, il y aura bientôt l'atelier de lancement national qui va rassembler toutes les couches de la nation et après cela, il y aura des consultations nationales, donc des équipes seront déployées sur tout le territoire national pour aller faire des discussions, des animations dans les radios, les focus group avec les populations, pour prendre les aspirations des populations, que ce soit les Béninois qui sont au niveau national et au niveau international. Et pour ça, il y aura une plateforme qui va être dédiée à ça pour que les Béninois de l'extérieur ne soient pas lésés, qu'ils puissent aussi donner ce qu'ils pensent du Bénin dans tous les plans, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau de l'économie, au niveau social, au niveau politique, au niveau pour des questions majeures que nous avons aujourd'hui, telles que les révolutions, 4e révolution numérique, les questions de climat, les questions de population et de développement. Qu'est-ce que les Béninois veulent? Comment ils se voient demain? Quel est le citoyen qu'ils veulent? C'est après avoir fait tout ce travail de collecte des aspirations que nous venons au laboratoire maintenant pour utiliser les modèles qui existent pour sortir les aspirations des Béninois. Une fois que c'est fait, on retourne maintenant vers les Béninois pour dire voilà le résultat de nos aspirations, voilà ce qui en sort, est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Donc l'étude va encore recommencer pour disséminer si on est d'accord et qu'on retient maintenant le même scénario pour 2060 et c'est ce scénario de 2060 qui va venir remplacer Alafia 2025. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que nous avons quand même remarqué depuis 2016 qu'il y a un changement de mentalité. Le président Patrice Talon a martelé, et les Béninois commencent par le croire aujourd'hui, que rien n'est impossible si nous avons la bonne volonté et si nous prenons les bonnes méthodes. Et donc je pense que nous devons rêver grand pour 2060 et que les Béninois tous ensemble vont imaginer un Bénin que nous allons sortir. Et aujourd'hui, c'est juste l'application d'un projet phare PAG 2021-2026 que nous sommes en train de conduire et que nous avons démarré. On attend le document physique pour quand à peu près? Alors, dans notre programmation, le document physique doit être disponible au premier trimestre 2025 pour que dès 2026, il devienne opérationnel et remplace Alafia. Alors, après, il sera adopté à l'Assemblée nationale. Sous quelle forme? Soit sous forme d'une loi ou un référendum pour le Bénin. On verra après, selon ce que définira le gouvernement, pour que cela s'impose à tous ceux qui viendront après. Mais si en 2026, on change de gouvernance, encore une fois, ma question revient. Comment est-ce que vous imposez aux nouveaux gouvernants de suivre la vision 2060, Monsieur Edon Syriac? Oui, voilà. Alors, ça, c'est la question éternelle et je reviens dessus en disant que la vision, il ne faudra pas considérer que c'est la vision du gouvernement. Oui, mais vous connaissez les mentalités. Ce n'est pas ma vision à moi. C'est la vision de tous nos acteurs politiques. C'est la vision de tout le Bénin. Et en tant que vision de tous les Béninois, et la méthode que nous avons utilisée, qui est participative et inclusive, va faire que tous les Béninois auront le droit de réclamer que cette vision-là, c'est ça qu'ils veulent. Vous y croyez? Et à côté de ça... Est-ce que vous y croyez, vous-même? J'y crois parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'est plus impossible pour les Béninois. Et quand je vois aujourd'hui la détermination et le fait que les Béninois ne se donnent plus de limites dans leurs actions pour le développement, nous pouvons dire qu'ils peuvent aussi le faire. Et à côté de ça, nous prévoyons des garde-fous. J'ai parlé de la loi cadre sur la planification. Cette loi cadre sur la planification va définir quel va être le type de la loi qui va être fait pour la Alafia. Est-ce que nous prenons une loi, ça nous allons définir, ou à la fin, quand le document est disponible, on demande qu'on aille plus loin, qu'il soit adopté par un référendum
par les Béninois. Et ça le rend encore plus fort pour que ça soit imposé à tout un chacun. Et à côté de ça, nous prévoyons dans la loi cadre la mise en place d'un Conseil national de la planification qui sera l'organe qui va veiller à ce qu'il y ait un arrimage entre la vision 2060 et les politiques qui vont venir après et les visions et la déclinaison en plan décennal et après en programme quinquennal pour le gouvernement à venir. Oui, mais vous parlez de loi. Vous savez que la loi ne vaut que lorsqu'elle n'est pas abrogée. Et vous savez très bien qu'il n'y a rien de plus instable dans nos pays que la loi. Elle change selon la volonté de nos acteurs politiques. Vous pensez que la loi même suffira à maintenir la vision 2060 au-delà de la volonté des politiques? Toute mesure a ses inconvénients et ses avantages. Alafia 2025 a connu la validation nationale. Il n'y a eu aucun garde-fou pour l'imposer au gouvernement à venir. Nous proposons quelque chose. Le gouvernement peut décider que je vais plus loin. Et c'est ça que je dis, ça peut être qu'on adopte juste la vision comme une loi ou on en fait un référendum. Ça a déjà un pouvoir plus important parce qu'il rentre dans la Constitution dans ce cas-là. Donc le gouvernement peut dire, je vais encore plus loin, puisque c'est ce que veulent tous les Béninois. Nous allons veiller à ce que cette prospective, cette vision de tous les Béninois soit respectée. Et j'ai dit qu'il y aura aussi un organe qui sera mis en place. Aujourd'hui, c'est la DGPD qui veille à ça, qui veille à ce qu'il y ait un arrimage entre Alafia 2025 et les documents de politique et de programmation qui existent. On dit qu'il y aura un organe qui sera un Conseil national de la planification, qui sera plus fort que la Direction générale des politiques de développement et qui fera ce gendarme-là aussi. Nous prévoyons des garde-fous, sachant que, après tout, si c'est une vision qui est adhérée et que les Béninois le savent, ce qui a manqué aussi après Alafia, c'est la dissémination, c'est le retour vers les peuples. Et beaucoup de Béninois ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et nous prévoyons que quand on va finir d'élaborer la vision 2060, il y aura une vulgarisation générale pour dire aux Béninois, voilà ce que vous avez retenu, voilà ce que vous voulez. Et avec l'évolution aussi du capital humain de ces pays-là, puisque nous allons progressivement deviendrons d'ici 2026 moins analphabétiques, donc les gens vont devenir encore beaucoup plus, ils feront plus de veille d'eux-mêmes et de veille citoyenne, et je compte sur ça et sur la société aussi. En plus des lois, en plus de tout ce que nous mettons comme organe, nous comptons aussi sur la volonté du peuple. D'accord. Mais entre nous, monsieur Edon, je vous pose la question, avant que d'aller vers les populations pour recueillir leurs aspirations et autres, vous-même, certainement, vous avez pensé mettre quelque chose dans la vision 2060. Dans quel secteur pensez-vous que le Bénin a besoin d'avoir des impacts sur les décennies à venir? Sans aller directement recueillir les avis des Béninois, vous avez certainement pensé à quelque chose. Non, comme je dis, la vision, c'est une étude prospective. Et la méthodologie veut que ça soit l'aspiration des Béninois. Mais après, vous avez pensé vous-même à des projets. Nous, ce que nous disons, ce que nous pouvons, il y a une dynamique qui est mise depuis 2016. Le PAG? Cette dynamique de 2016 a donné des résultats et certaines visions pour le Bénin qui sont là. Et maintenant, comment faire pour que ce qui a été commencé, qui a été bon et dont les évaluations sont positives, comment garder la continuité de ça? Et cela, nous allons présenter cela, puisqu'il y aura un état des lieux qui sera fait et dire aux populations, voici les états des lieux, voilà ce que nous avons, qu'est-ce que vous pensez de continuer telles actions, telles actions? Donc il y aura bien évidemment, sans doute, une continuité de l'action, puisque l'objectif même de la vision, c'est de maintenir la continuité des actions au-delà de 2026. C'est pour que ce qui est bon, ce qui a permis d'impulser le développement de notre pays, pour qu'on puisse dire aujourd'hui le développement, ça y est, que ça, on puisse le continuer et ce nouveau état d'esprit du citoyen béninois puisse continuer et reste aussi. Donc voilà certains secteurs. Et nous savons des secteurs qui s'imposent à nous, tels que le numérique. Parce que nous ferons un monde du numérique en 2060. Comment on fait pour que la facture numérique entre le Sud et le Nord soit réduite? Mais quel type de numérique nous voulons choisir? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va être les métiers du futur? Allons-nous continuer à former des chirurgiens? On peut se poser la question. Ou nous allons rendre tout ça automatique et le robot va s'occuper de ça. Allons-nous continuer à former des littéraires? Ou ils auront plus de chances demain que certains métiers et autres. Donc nous voulons, cette question va se poser à nous, la question du numérique. La question de la résilience au choc. Nous avons connu 2 chocs d'affilée, si nous pouvons même parler de 3.
On a commencé par la fermeture du Nigeria. Après, nous avons eu les questions de Covid. Et après, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, comment on fait face à ces chocs-là? Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place? On peut se poser ces questions-là aussi. Comment nous faisons aujourd'hui? Nous sommes en sortie complètement assez bien, très bien par rapport à certains pays. Mais comment on fait pour que, puisqu'aucune planification ne peut prévoir les chocs? Tous les pays ont pris en pleine gueule, excusez-moi l'expression, la Covid. Donc, comment nous faisons pour rendre notre économie plus résiliente? Comment nous faisons pour que tous les Béninois et le volet social dont nous parlons beaucoup puissent avoir accès à des bouées sociaux pour qu'il n'y ait pas et que personne ne soit laissé sur le côté. Il y a ces questions-là, qui sont des enjeux, des thématiques nouvelles qui se posent à nous, que nous devons aussi, en plus des aspirations, nous devons veiller à ce que ces questions soient prises en compte dans la nouvelle version. On voit clairement que vous avez une idée de ce qu'il y a à faire sur le long terme, M. Edon. L'autre chose, c'est le financement de la vision 2060. Une chose est d'avoir une vision, mais une autre est d'avoir les moyens de la vision. Comment pensez-vous financer la vision 2060? Alors, comme j'ai dit, le processus que nous démarrons maintenant est une opérationnalisation du PAG 2021-2026. Et dans ça, il y a eu un projet qui avait été inscrit dans le PAG et le gouvernement faisant vraiment de cette vision une action phare du PAG a mis sous les fonds propres du budget national une bonne partie du financement qui est déjà de 1,5 milliard pour le financement sur les 3,5 milliards. Nous avons déjà aujourd'hui certains partenaires qui nous accompagnent et le gap de financement, notamment le PNUD, qui nous accompagne déjà. Et nous continuons de discuter avec les partenaires pour nous accompagner sur le gap qui reste. Et nous pouvons aussi solliciter de la diaspora pour qu'ils viennent accompagner ce processus-là pour que ça montre aussi leur engagement, ça montrera aussi leur effort pour le financement du développement de notre pays. Et cela pourrait être un signal fort pour que demain, une fois que les populations ont mis leur argent pour élaborer une vision qui est une vision commune, qu'ils veillent à ce que cette vision ne soit pas rangée dans les tiroirs. Vous parlez de la diaspora. Comment entendez-vous associer la diaspora à un tel projet pour qu'elle puisse se sentir vraiment concernée pour s'y investir? Alors, il y a plusieurs actions. Nous avons prévu là une plateforme qui va être interactive d'échange. Lors du lancement officiel national des activités, la salle sera interconnectée pour permettre à tous les Béninois qui se trouvent, d'où ils se trouvent, de pouvoir suivre cette cérémonie de lancement. Et nous prévoyons aussi après des tournées au niveau de la diaspora avec le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale pour expliquer aux gens de la diaspora ce que nous sommes en train de faire, disséminer certaines études qui peuvent être des inputs pour nourrir la vision. Nous ne voulons pas faire une vision pour faire une vision. Ça va être basé sur des données probantes, des données d'évaluation de notre état, l'état des lieux de notre développement aujourd'hui, des données, des études thématiques sur des sujets qui tiennent à cœur, qui sont des défis pour nous. J'ai parlé du numérique, il y a la gestion du capital humain, quel type de capital humain nous voulons pour demain, et ainsi de suite. Donc, tout ça, il y aura une tournée aussi pour vulgariser, pour discuter avec la diaspora et susciter, pour collecter aussi les aspirations. D'accord. Monsieur le directeur, il n'est pas possible pour nous de vous avoir sur notre plateau sans parler du programme d'action du gouvernement, parce que nous savons que vous êtes l'une des chevilles ouvrières de l'écriture de ce programme. On a connu le premier PAG, nous sommes au deuxième, mais il n'y a pas beaucoup de communication sur le PAG 2. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'en parlez pas suffisamment? Alors, est-ce que c'est parce que les communications, le PAG parle de lui-même en réalité? Comment? Le PAG 1, pas le 2? Le PAG 2, c'est une continuité du PAG 1. C'est un renforcement de ce qui était positif, que ce soit au niveau des réformes, qu'au niveau des actions, qu'au niveau des infrastructures, et avec une orientation pour beaucoup colorée sociale par rapport au PAG 1 et basée aussi sur le capital humain. Et lorsque vous regardez aujourd'hui
la réalisation des infrastructures, la mise en place des différents programmes, les réformes au niveau de l'éducation et ainsi de suite, c'est une continuité du PAG1 et c'est le PAG2 qui est déjà opérationnel. Le PAG1 avait besoin d'une grande dissémination parce que c'était le premier. C'était le premier, il fallait sensibiliser les gens. Aujourd'hui, les Béninois ont adhéré. Ils ont accepté la nouvelle gouverne, ils ont accepté les nouvelles orientations, le nouveau dynamique de développement qui a été implémenté et qui est mis en place aujourd'hui au Bénin. Et comme ils voient des résultats concrets, on continue dans cette logique-là. Mais ce n'est pas dire que le PAG2 n'est pas disséminé. Il a été disséminé. Il y a eu le lancement qui a été fait au niveau du Palais des Congrès avec les acteurs du secteur public. Les PTF ont suivi, le secteur privé a suivi pour être informé et surtout pour leur effort, puisqu'il y a une bonne partie, 51% de financement qui est attendu du secteur privé aussi. Donc, il y a aujourd'hui le PAG2, on est dans l'action et c'est vrai que c'est vraiment focalisé sur le capital humain parce que le problème aussi de notre développement, c'est que lorsqu'on le regarde, on a un capital humain qui a un indice qui est de 0,41. Nous essayons de l'accroître. Ça veut dire en fait que lorsque vous prenez un enfant béninois qui naît aujourd'hui à l'âge adulte, il ne contribue de cette capacité à que 0,41% au développement du pays. Les 59% qui restent, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il faut arriver à apprendre cela et à accroître ce capital humain pour permettre un développement plus durable. Et à côté du volet social, puisque des programmes sont en cours pour notamment le projet ARCH, qui est dans sa phase opérationnelle. Nous avons le projet SWED et nous avons d'autres projets et tout ça. Mais renforcer le capital humain, accompagner, accroître l'employabilité, c'est aussi une forme de social et c'est le social le plus durable. Donner du poisson aux gens ne le sortent pas de la pauvreté, mais l'apprendre à pêcher est encore mieux. Oui, mais dans tous les cas, le PAG1 a fait l'objet d'une cérémonie prestigieuse de lancement au Palais de la Marina. Le PAG2 n'a pas connu, je dirais, la même attention. Cela ne veut pas dire qu'il est moins important. Cela veut juste dire que c'est juste une option qui a été faite par le chef de l'État, puisque connaissant déjà la dynamique imposée, nous sommes dans la continuité, il fallait juste aller vite et continuer à mettre en place le PAG. Quand vous prenez le PAG2, il y a beaucoup de projets qui étaient déjà dans le PAG1 qui sont reconduits. Donc ça ne sert pas à grand-chose de vouloir faire de refaire une grande communication dessus, puisque les gens connaissent déjà ces projets. Il y a des projets qu'on avait seulement fait des études de faisabilité dans le PAG1 et qui sont rentrés dans leur phase opérationnelle, dans le PAG2, comme vous pouvez le voir. Donc, c'était plutôt de laisser le programme parler de lui-même et de montrer les réalisations, de concrétiser maintenant pour que les populations voient ce qu'il y a dans ce PAG2. C'est cela en fait. D'accord, mais dans la mise en œuvre, Dr Cyriaque Akédon, dans la mise en œuvre du PAG1, vous avez connu des difficultés certainement, notamment des chocs exogènes comme la crise de la Covid et puis la guerre en Ukraine. Est-ce que ces chocs exogènes qui n'avaient pas été prévus auront des conséquences fâcheuses sur la mise en œuvre du PAG2? Parce que les Béninois ne souhaiteraient plus que vous reveniez dans quelques jours, leur dire que bon, il y a eu telle chose, c'est pour ça qu'on n'a pas fait telle chose, en fait. Non, ben, vous savez, il y avait une dynamique qui avait été lancée avec un taux de croissance en moyenne de plus de 6%, on approchait les 7%, 8%, lorsque le choc, la Covid est arrivée. Lorsque la Covid est arrivée, c'est l'économie mondiale qui a été paralysée. Et jusqu'aujourd'hui, les conséquences continuent. Des usines ont été fermées. Aujourd'hui, vous avez par exemple une pénurie de véhicules au niveau mondial, les Prado par exemple. Parce qu'on a voulu en prendre, on s'est rendu compte qu'il n'y en a plus. À l'usine, ils en produisent. Parce que le Covid étant, ça a été fermé pendant longtemps. Et il y a ça continue. Il y a plusieurs secteurs comme ça. La question des cartes biométriques par exemple, c'est aussi un problème qui s'est posé avec Covid. Donc l'économie mondiale était au ralenti et fermée. Le défi pour nous, c'était comment faire pour maintenir le cap. Et nous avons été l'un des rares pays, à partir du plan national intégré de riposte, à ne pas fermer notre économie. Et le Bénin n'a pas fermé ses frontières et le Bénin n'a pas fait un confinement total. Et ça, on a eu raison, puisqu'au final, pendant que nos voisins avaient des taux de croissance négatifs, nous avons pu avoir un taux de croissance positif, ce qui a permis qu'on a atténué un peu l'effet de la Covid. Nous avons pu garder la continuité de l'éducation. C'était quelque chose
très important. Parce que ce qu'on a pu observer dans les autres pays qui ont fermé les écoles, notamment les efforts qui ont été faits sur l'éducation des filles, l'autonomisation des filles, une fois déscolarisées, beaucoup ne sont plus revenus à l'école, mariés, avoir des enfants par le confinement et autres, et du coup déscolarisés. Nous avons pu garder la continuité et l'année blanche ne s'est pas produite et nous avons pu obtenir les résultats que nous avons pu obtenir. Donc, on a atténué, la résilience a été quand même assez applaudie et saluée d'ailleurs par tous les partenaires. Et avec aussi la guerre en Ukraine, nous avons pris des mesures qui ont permis de garder et de faire une certaine continuité, de contenir l'inflation lorsqu'on fait une comparaison avec les pays qui nous entourent. Donc, ces chocs-là, on est en train de les disséminer aujourd'hui, de la capacité de résilience de notre économie qui va faire que le redémarrage ira plus vite pour rattraper. Nous prévoyons un taux de croissance en 2026 à 2 chiffres de 10%. Et nous gardons le cap aujourd'hui, puisque les dernières prévisions qui ont été faites permettent aussi de voir que nous sommes déjà sur le sentier et que nous sommes en train de repartir. Cela ne veut pas dire que les questions de cherté de vie sont derrière nous, cela ne veut pas dire que les effets de Covid sont derrière nous, mais nous continuons de maintenir des actions pour pouvoir soutenir et limiter la souffrance des populations sans que ce soit. Comme quelles actions, par exemple? Là, vous venez de parler de cherté de la vie. Vous savez que ça n'a pas reculé pour autant et que les Béninois peinent aujourd'hui à joindre les deux bouts. Quelles sont les actions concrètes que Alors, vous avez sur prévues pour ces ça? questions, on a eu beaucoup de débats et j'en ai parlé avec beaucoup de personnes et à chaque fois on me dit oui, mais nous on ne le sent pas. Oui. La question qu'il faut se poser, c'est de dire, sans les mesures, où est-ce qu'on serait? Avec les mesures, ça reste cher, mais atténué. Une mesure simple. Lorsque nous avons parlé ici des subventions des hydrocarbures, les gens disent ce n'est pas le pétrole qu'on mange. Et je dis souvent, ironiquement, mais non, vous mangez le pétrole. La plupart des usines au Bénin marchent sur gasoil. Si on avait laissé flamber, lorsque le coût du gasoil sur le marché s'échangeait même à plus de 800 francs CFA le litre, à la pompe, on l'avait maintenu à 600. Si on avait laissé toutes les taxes et autres, on devait pouvoir l'avoir à la pompe autour de 1000 et quelques. Imaginez la répercussion sur la production des transformations agricoles à l'intérieur dans les usines, ce que ça aurait pu avoir sur les produits agricoles. Pour rajouter à ça, tous les camions qui transportent la marchandise fonctionnent au gasoil et nos centrales, une bonne partie des centrales fonctionnent au gasoil. Donc, le coût de l'énergie allait flamber, le coût du transport de la marchandise allait flamber et on allait avoir des coûts alimentaires encore plus élevés que ce que nous avons prévu. Les questions de fret, nous sommes un pays qui importe une bonne partie de ce qu'il mange aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire dans certains secteurs. Et donc, le fait de diminuer le fret de 50% pour le fret aérien et de 2/3 pour le fret maritime, ça permet de diminuer le coût de transport, puisque le fret avait augmenté à cause du flambé du prix du pétrole. Et donc, le fait de diminuer sur ce que l'État perçoit, ça permet d'avoir la marchandise à un coût accessible à notre population ici. Il y a des mesures qui ont été prises de plus en plus spécifiques pour résoudre des problèmes après la tournée gouvernementale et les gouvernements veillent aujourd'hui à appliquer ces mesures, à que ces mesures soient appliquées. C'est clair que il y a des prix indicatifs qui ont été donnés, mais au moment où on donne le prix indicatif, le prix sur la base de lequel c'est calculé a aussi augmenté. Absolument. Et donc, du coup, pour pouvoir continuer, on arrive juste à contenir et à garder dans une fourchette et on n'arrive pas à avoir le prix réel qui a été fourni. Mais il y a des actions, des suspensions de certaines taxes, l'annulation de certaines taxes qui vont permettre de pouvoir réduire. Il faut que les populations, les commerçants jouent le jeu. Et pour jouer aujourd'hui, le gouvernement fait des tournées de sensibilisation et de contrôle de ces prix-là. Oui, mais vous le dites, quand on vous écoute, on a le sentiment que tout est fait. Mais la réalité, c'est que les populations continuent de tirer le diable par la queue, il faut le dire comme ça. Mais on remarque une disparité du prix du ciment, par exemple, sur l'ensemble du territoire national. Le ciment qui est le même n'a pas le même prix à Cotonou qu'à Malanville. Comment vous expliquez ça? Parce que les populations s'en plaignent aussi. Oui, bon, ça c'est la question qu'on pose souvent. Il y a deux choses que je voudrais dire. Je n'ai pas dit que tout va bien. J'ai bien dit que les effets continuent. Mais l'objectif, c'est d'atténuer ces effets-là. On ne pourra pas les annuler maintenant, étant donné que même au niveau mondial, cette crise continue et que cette inflation existe au niveau mondial. Et donc, comment nous on fait pour soulager les populations? C'est ce que nous faisons pour décharger aussi la contrainte budgétaire des ménages.
Lorsqu'on met Arche aujourd'hui, c'est moins d'argent pour les gens à aller dépenser au niveau des soins. Si je ne le dépense pas pour les soins, je peux l'orienter pour des produits de première nécessité. Lorsque je dis que quand vous êtes pauvre extrême, vous tombez malade, vous pouvez vous faire soigner gratuitement, ça veut dire que vous êtes pris en charge, vous n'avez pas sorti de l'argent. Or, avant, les gens n'allaient pas à l'hôpital parce qu'ils réfléchissaient plusieurs fois pour savoir où est-ce que je vais trouver l'argent pour aller payer la consultation. Donc, il y a ce que l'on appelle des transferts directs. Il y a de l'argent qui a été envoyé, mais il y a aussi des transferts d'actifs qui permettent de supprimer certains postes ou d'alléger certains postes de dépenses pour faciliter l'accès à ces services de base. C'est ça le vrai social que nous parlons, dont nous parlons aussi. Donc, pour ce que vous soulevez ici comme question sur le prix du ciment. Le prix du ciment, par exemple. Le ciment, c'est un produit qui a ses productions dans des différentes zones du pays. Ce qui fait que même si le coût de production est quasiment le même, le coût de transport n'est pas le même. On pourrait dire, vous pourriez mettre de la péréquation sur le prix comme vous faites pour l'essence. Le problème, c'est que le produit pétrolier rentre pas un seul pas. Et on peut calculer la distance et mettre de la péréquation, ce qui n'est pas possible pour le ciment. Donc, c'est aussi le coût de production des différentes usines qui sont un peu à l'intérieur et le coût de transport qui explique cette disparité que vous pouvez avoir sur le territoire national. D'accord. J'espère que les populations auront compris vos explications dans ce domaine-là. Mais une dernière question rapidement sur la vision 2060 et Bénin Alafia. Je reviens rapidement en arrière, Dr Cyriaque Edon. Est-ce que le fait d'avoir pensé à la vision 2060 est un aveu d'échec de Bénin Alafia 2025? Non, pas du tout. Ce n'est pas un aveu d'échec. C'est-à-dire que vous aviez une vision qui arrive à échéance. La première des choses, c'est de la remplacer. C'est de définir une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision va tirer leçon de ce qui a été fait pour pouvoir définir ce que nous voulons du Bénin de 2060. Donc, ce n'est pas du tout un aveu d'échec. C'est simplement le fait de conserver et de doter le Bénin de tous les documents de planification qui sont décidés dans la Constitution de 91. D'accord. Alors, comme avec tous nos invités, M. Edon, nous allons sacrifier, comme je le dis souvent, à une tradition, celle de la question du public. Rassurez-vous, je ne sais pas exactement ce que le public aurait voulu vous poser comme question, mais nous parlons de développement, nous parlons de technique. Cela ne nous empêche pas d'aborder quelques questions politiques. Ça, c'est très clair. Donc, vous pouvez tirer au sort une question, monsieur. Donc, oui, allez-y. Je me demandais à quoi ça servait, ça. Oui, c'est juste pour vous permettre, n'est-ce pas? Il y a plusieurs chiffres là-dedans. Vous prenez un chiffre, vous me dites lequel et après, moi, je vous pose la question du public. Numéro 3, d'accord. Monsieur Edon, on vous a vu être à cheval sur deux régimes. Vous avez été très proche collaborateur du ministre Géraud Amoussouga. Vous avez travaillé vraiment à comparer, peut-être pas à comparer, mais sous deux régimes. Si aujourd'hui on vous demandait de comparer la gouvernance entre votre prédécesseur, ou plutôt le régime précédent, et le régime actuel que vous servez, que diriez-vous concrètement ? Merci pour la question du public. Je vois que le public me suit. Je suis assez surpris. C'est vrai, j'ai été un des proches du feu Amoussouga Géraud en tant que mon maître à l'université. Je suis enseignant-chercheur à la FASEG. Donc, naturellement, c'était le grand maître de penseur au niveau de l'université. Nous avons travaillé ensemble sur les ODD et les OMD. Absolument. Et ça a été un travail formidable et aussi qui a permis de préparer le Bénin à la transition des OMD vers les ODD et pour les résultats que vous observez aujourd'hui au niveau des ODD. Et donc, qui est salué d'abord au niveau mondial. Ce que je pourrais dire au niveau de la gouvernance, il y avait des problèmes à résoudre, des problèmes de corruption, il y avait des problèmes de l'État qu'il fallait réaffirmer la force de l'État, ce qui a été fait. Aujourd'hui, la corruption n'a pas changé, il y a toujours la corruption, monsieur. Non, mais dans tous les pays du monde, il y a de la corruption. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on découvre des cas? Est-ce qu'on se tait ou on sanctionne? Tout le monde n'est pas sanctionné. Et là, aujourd'hui, ce que l'on observe quand même, il y a des sanctions, y compris même dans le propre camp du chef de l'État, quand le cas s'avère avéré. Il n'hésite pas à sanctionner. Et la création, l'opérationnalisation du tribunal du commerce, la CRIET,
fait qu'aujourd'hui, les Béninois ont quand même un peu peur. Et vous voulez dire qu'on ne sanctionnait pas avant? Je ne dis pas qu'on ne sanctionnait pas, je dis qu'on sanctionne plus. On est beaucoup plus sanctionné. On a réaffirmé l'autorité de l'État et il y a un respect aujourd'hui de l'autorité de l'État et une gouvernance respectée même par les partenaires. Lorsque nous voyons aujourd'hui au Bénin, nous avons notre feuille de route et les partenaires s'inscrivent dans les feuilles de route comme l'inscrit les accords de Paris qui les obligent à s'imposer dans le passeport d'accord. Personne ne vient nous imposer ce que nous devons faire. Nous avons une autorité qui est là, qui impose son choix de développement et qui respecte son cahier de route. J'ai dit tout à l'heure que pendant longtemps, Alafia 2025 avait été laissé de côté pour opérationnaliser d'autres documents. Et quand lui il est arrivé, il a remis cette planification au cœur du développement, ce qui fait que vous planifiez bien, vous mettez en place une bonne coordination et vous avez les résultats que vous avez au niveau de la réalisation des projets. 0 éléphant blanc en 5 ans, bientôt 6-7 ans, et il n'y aura pas d'éléphant blanc dans 10 ans, comme l'avait martelé le chef de l'État, et nous sommes dedans parce qu'il y a une méthode, bonne planification. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'éléphant blanc? Non, aujourd'hui, il n'y en a pas. Ce n'est pas des propos politiques que vous tenez là? Non, c'est rien de politique. Vous pouvez aller le voir. Il y a des éléphants blancs hérités du régime passé. Je ne peux plus vous le voyez quand vous arrivez à Porto-Novo, vous le voyez, on n'a pas besoin. Mais personne n'a puni jusqu'à présent sur le cas de Porto-Novo. Vous dites qu'on punit, même dans le camp proche du chef de l'État, mais sur ce dossier, personne n'a puni personne depuis. Sur ce dossier, vous avez quand même vu, il y a eu, la justice a fait son coup, il a laissé et la justice a donné ce qu'il peut donner. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, depuis 2016, aucun éléphant blanc, 0 éléphant blanc. Il y a eu des chantiers abandonnés par le passé, certains ont été remis à goût du jour. D'autres, après évaluation, on s'est dit ce n'est pas la peine de les continuer, il faut faire d'autres choses. Mais sur tout ce qui a été initié, parce qu'il y a une planification, une programmation, une bonne coordination, a fait que les projets sont conduits à bout. Aucun projet n'est lancé aujourd'hui au Bénin sans une mobilisation intégrale du budget, de les ressources. Ce qui a fait que et pour mobiliser les ressources, il faut faire des études de faisabilité. Vous avez planifié, vous faites les études de faisabilité. Ce qui a fait que pendant les 2 premières années, 2016 à 2019, 2020 plus ou moins, c'est beaucoup d'études qui ont été faites et ce qui a fait qu'à partir de 2020, quand les projets ont été lancés, vous avez vu les réalisations qui ont été faites. Ça, c'est la méthode du président actuel qui est différente d'une manière ou d'une autre de la méthode que nous connaissons avant. Vous voulez nous dire qu'en détruisant le marché d'Antokwa, par exemple, vous avez déjà mobilisé tout le financement pour réaliser un projet en allant au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou, stade Général Mathieu Kérékou. Avez-vous déjà mobilisé toutes les ressources pour mettre en œuvre vraiment ces projets? Oui, le marché d'Antokwa, il remplace quoi? On a le marché de Glo qui sera à Calavi. Les autres marchés sont définis au niveau des différents marchés secondaires que vous êtes en train de voir, qui sont en train d'être construits aujourd'hui, et le marché de Gros a déjà commencé. L'hôpital de zone à Calavi a déjà commencé, et vous voyez comment les chantiers avancent. Vous voyez là, au niveau pas loin d'ici, la cité administrative, lorsque ça avait été annoncé, la cité ministérielle, vous voyez comment les chantiers évoluent et comment ça se construit. Les logements de Glo, on a connu des logements sociaux dans ce pays, on a vu dans quel état ils sont, mais vous allez là-bas, à Glo aujourd'hui, vous voyez ce qui est en train d'être fait. Rien n'est démarré sans une mobilisation intégrale du projet, des ressources pour le projet. Et le chef de l'État a toujours martelé cela, qu'il faut attendre, que ça prendra le temps qu'il prendra, tant que les ressources, le financement n'est pas bouclé, on ne va pas mettre une pioche. Donc, ça c'est quelque chose qui a changé. Donc, il n'y aura pas d'éléphant blanc. 0 éléphant blanc il n'y en aura pas. En 10 ans. Il n'y en aura pas. Vous n'en aurez pas. D'accord. Ce n'est pas des propos politiques. Vous êtes toujours en politique, M. Edon, ou vous avez quitté la politique? On dit que l'homme est un animal politique. C'est-à-dire? Et je suis directeur des politiques de développement. Donc, est-ce que ne faites pas d'amalgame entre la politique de développement et la politique de Qu'est-ce que vous appelez politique? Non. Ben, je parle de politique partisane. Il ne peut avoir de développement sans politique. L'économie ne se développe pas sans politique. Et c'est la stabilité politique qui conduit au développement de l'économie. Et donc, si vous voulez un développement durable, un développement des humains, il faut être acteur dans les deux sens. Donc, est-ce que j'ai abandonné la politique? Je ne poserai pas la question de ça. Moi, je dirais simplement que l'homme est un animal politique. Donc, je fais mon travail et je reste aussi un acteur politique
qui observe et qui apporte son idée sur la politique, mais la politique dans le sens d'accroître le développement et de contribuer humblement à notre développement. Vous êtes UP ou BR? Joker. Ben non, je suis BR, mais on le sait. Ben voilà, donc maintenant vous dites clairement les choses. Donc vous êtes un acteur politique, M. Edon. De toutes les façons, je ne pouvais pas ne pas vous titiller dans ce sens. Nous avons fait avec vous une émission purement technique pour que les Béninois puissent comprendre réellement le rôle de votre direction générale, la direction générale des politiques de développement. Vous avez clairement parlé de la vision 2060 et vous avez fait également avec nous le point de Bénin à la FIAD 2025. Nous sommes au terme de 52 minutes d'entretien, M. Edon. Quelle est votre conclusion maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Béninois qui vous écoutent, aux Béninois qui sont dans la diaspora, à tous ceux qui peuvent participer à la mise en œuvre de toutes vos politiques de développement? Alors, je dirais que, je l'avais évoqué, la vision que nous essayons de mettre en place sera la vision des Béninois. Ce n'est pas la vision de la Direction générale des politiques de développement, ce n'est pas la vision du chef de l'État, même s'il impulse cette vision-là, mais c'est une vision qui va être celle de tous les Béninois, y compris du directeur des politiques de développement et qui puisait encore plus haut niveau de celle du chef de l'État qui suit cette vision de façon, ce processus de façon très, très rapprochée. Il en a fait un projet phare du PAG2 et il veut laisser quelque chose aux Béninois sur la dynamique qui a été faite. Mais pas un truc contre les Béninois, un truc que les Béninois eux-mêmes vont accompagner et ils vont définir. Et donc je dirais que sur ce processus que la population reste mobilisée, nous avons une opportunité inouïe de définir le Bénin que nous aurons après un siècle d'indépendance. J'ai rêvé de pouvoir apporter quelque chose à mon pays et je crois que là, nous avons une opportunité unique. On pourra dire demain, vieux dans notre fauteuil, nous l'avons fait si nous voyons notre pays grand et pour le reste, je pense que nous serons nombreux, Inch'Allah, à y vivre et regarder ce beau pays qui devient le pays que nous avons rêvé en 2025 et on dira voilà ce que ça donne en 2060. Et donc ne perdez pas cette opportunité, saisissez-la, accompagnez-la. Et parallèlement, il y a une opération qui a démarré, qui va démarrer bientôt, qui va nous accompagner aussi. On dit qui ne suit rien ne sait pas ce qu'il fait. Donc il faut suivre ce que vous êtes en train de faire et il faut pouvoir compter ce que vous êtes en train de faire. Le recensement de la population, c'est une opération importante qui va aider à la vision. Il y aura un nouveau recensement? Il y a un recensement qui va être lancé, c'est déjà voté par le Conseil, adopté par le Conseil des ministres. Le processus va être lancé maintenant. Donc LGPH5 va nous permettre d'avoir des informations concrètes sur les conditions de vie des Béninois à l'heure actuelle et va être des données importantes pour cette vision-là, pour notre diagnostic et pouvoir proposer une vision, des solutions importantes pour résoudre le problème de tous les Béninois. Donc restons tous mobilisés, accompagnés et vraiment saisissons cette opportunité pour la génération qui est la mienne de laisser quelque chose d'important à nos enfants, à nos petits-enfants, un Bénin que nous avons rêvé, que nous voulons beau, grand et épanoui, où tous les Béninois vivront heureux comme le souhaitait Alafia 2025 et au-delà de Alafia 2025. C'est sur ce message d'espoir, Monsieur le directeur général des politiques de développement, Dr Cyriaque Edon. Je disais donc que c'est sur ce message que nous allons vous remercier de vous être prêté à nos questions. Cette émission est la vôtre, ce plateau est le vôtre chaque fois que vous aurez l'occasion, chaque fois que vous aurez le besoin de communiquer sur vos actions et sur la politique de développement global du gouvernement. Eh bien, nous resterons à votre entière disposition. Merci d'être venu ici aujourd'hui, Monsieur Cyriaque Edon. Merci à vous, donc là, pour l'opportunité et merci aux téléspectateurs qui sont restés jusqu'au bout. Et très bon dimanche à vous. Chers amis, téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, il me plaît maintenant de vous dire également merci pour votre fidélité à ce programme. Ça fait un moment que nous sommes en votre compagnie tous les dimanches et que vous nous le rendez de la meilleure des façons. Dimanche prochain, nous vous proposons une autre émission, un autre entretien, un autre invité, d'autres sujets. Nous espérons que vous serez toujours là à l'écoute de Diaspora FM et justement à l'attention également de Eden Télévision. Bon dimanche à vous, reposez-vous bien. À dimanche prochain.